Le château Schneider by Night, des visites guidées nocturnes du siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence étaient proposées ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine. Elles incluaient un spectacle son et lumière projeté sur la façade du château. Un succès chaque année, tous les créneaux étaient complets. Célébration particulière sur la citadelle de Bitche. En pleine journée du patrimoine, la ville s'est vue décerner la marque Petite Cité de caractère. Bitche est la 26e du Grand Est et la 3e de Moselle à intégrer le réseau national des communes et villes de France qui souhaitent se redynamiser grâce à leur héritage patrimonial. Parcours Nature et Santé à Lemberg, la commune a inauguré des aménagements sportifs en pleine forêt. Sur 3 km, il y a 7 agrès, 16 panneaux de consignes et 5 panneaux pédagogiques. Ce projet d'un coût de 65 000 € a été fortement subventionné. Le Sarreguemines Football Club renoue avec la victoire. Le SFC a gagné 1-0 son 4e match de championnat de National 3. C'était à domicile samedi face à Strasbourg-Königshofen. Le retour de l'entraîneur Jamel Ferjani a donné des ailes au Lion de la Blise Enes Saïn. Record de participation à Sarreguemines pour les 5 km des Mousquetaires, avec 820 participants sur la ligne de départ, répartis dans les différentes courses. 5 km pour les adultes et des distances réduites pour les jeunes et les enfants. Nouveau record de chrono aussi, Yann Schrub a remporté la course élite en 14 minutes 18. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera aussi un large focus sur l'eau. 2 invités, Claude Decker, vice-président de la Casque, et Romain Goulia, directeur de la relation client de SOR, vont détailler les évolutions et augmentations sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence depuis que SOR a pris le relais de Veolia. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par écouter un premier témoignage. Les particuliers ne sont pas les seuls à être impactés par les augmentations. Les professionnels aussi doivent payer des factures d'eau plus chères cette année. Et cela se ressent particulièrement dans les métiers fortement consommateurs d'eau, comme les coiffeurs ou les toiletteurs canins. C'est le cas pour la gérante de Patnet à Grosse-Biederstroff. Là, la facture de chez SOR pour le semestre, elle s'élevait à 232 €, alors que la dernière de chez Veolia, c'était 148. J'ai l'impression de voir de l'argent qui part dans l'évier, dans le siphon. Oh, c'est pas ça non plus, parce que c'est pas non plus le poste de charge la plus importante. Mais quand même, quoi. On ne peut pas économiser l'eau. Le chien, on doit le rincer jusqu'à ce qu'il soit totalement débarrassé de la moindre trace de produit pour qu'il n'y ait pas d'irritation sur sa peau, de problème après. Parce que sinon ça gratte, ça démange. C'est comme si nous, on se rinçait mal en sortant de la douche, en fait. Et rincer un poil, c'est très long et très compliqué. Et on ne peut pas économiser l'eau. Alors cette professionnelle a vu sa facture d'eau passer de 148 € pour 36 mètres cubes à 232 € pour 32 mètres cubes, soit 3 mètres cubes de moins. Claude Decker, au niveau de la Casque, est-ce que vous saviez que les factures d'eau allaient fortement augmenter ? La communauté d'agglomération avait anticipé le fait que la première facture d'eau émise par SOR allait susciter des interrogations. Donc à cette fin, une information a été destinée au niveau des élus, de telle manière que la facture soit présentée de manière détaillée par SOR. Et également, un courrier d'accompagnement a été réalisé par SOR à l'édition de la première facture pour expliciter les raisons pour lesquelles on pouvait constater, le cas échéant, une augmentation de la facture d'eau. Alors ces raisons, on va en parler dans cette émission, mais je me tourne aussi du côté de SOR. Est-ce que les professionnels se sont tournés vers vous quand ils ont reçu leur facture ? Alors oui, M. Decker l'a dit, on a eu des sollicitations, des professionnels, des particuliers, des sollicitations sur lesquelles on avait anticipé des questions, d'où le fait qu'on se soit orienté vers une très vaste campagne de communication pour prévenir, pour mettre de la pédagogie autour de cette facture-là. On a réalisé des permanences, notre point d'accueil est d'ailleurs à leur disposition, donc oui, nous avons eu des sollicitations. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais déjà qu'on parte sur le concret. Est-ce que le prix de l'eau est le même pour les professionnels et pour les particuliers ? Est-ce que c'est le cas aussi pour le montant de l'abonnement ? Et est-ce que les tarifs sont les mêmes sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglo ? Alors, le tarif de l'eau comprend un abonnement semestriel, une part proportionnelle à l'eau consommée, avec des tranches tarifaires qui sont différentes en fonction
de l'importance de l'eau consommée. Donc il y a des tranches qui sont inférieures à 120 mètres cubes, qu'on peut qualifier de tarif social, et il y a des tarifs il y a un tarif qui est supérieur pour donc les entreprises et ceux qui consomment davantage, donc des quantités supérieures à 120 mètres cubes. Donc différents paliers selon la dose consommée, mais après, les tarifs sont les mêmes pour particuliers, pour professionnels et dans l'ensemble du territoire? Ils sont les mêmes sur l'ensemble du territoire et ils sont différenciés en fonction de la quantité d'eau consommée. Donc, les particularités qu'il peut y avoir, c'est que dans les factures de Veolia, l'abonnement était facturé semestriellement, alors que dans les factures de SOR, exceptionnellement sur la première facture qui a été établie, il y a 2 abonnements qui sont facturés, le premier et le deuxième semestre. Ou peut-être, M. Gouya, reprendre et donner l'explication par rapport à cette facturation de 2 semestres au lieu d'1. Oui, alors ce qui effectivement est important de comprendre, c'est que le contrat a démarré, vous l'avez dit, au 1er janvier de cette année 2024. Ce contrat est la fusion de 5 contrats historiques. C'est-à-dire que sur le périmètre de la communauté d'agglomération, le territoire a été découpé en 5 contrats de délégation de services, plus ou moins historiques sur le territoire. Donc les procédures de négociation qui ont été entamées par l'agglomération en 2023 ont abouti à un seul et même contrat. Et la mise en place de ce nouveau contrat, il avait vocation à uniformiser finalement le niveau de service, les principes de relève, de facturation pour l'ensemble du territoire. Et effectivement, des enjeux, je dirais, sur la capacité à uniformiser ce niveau de service, c'était effectivement de mettre en place la facturation d'un abonnement qui se veut comparé à une grande partie de ce qui était le cas sur le territoire, facturé par avance. Donc c'est un changement majeur, on en a parlé, ça a nécessité une grosse campagne de communication et c'est effectivement des remarques qu'on a eues tout au long de l'été de la part de nos abonnés. Alors je pense que la communication n'est pas arrivée partout et je vous propose d'écouter maintenant un particulier qui a essayé de décortiquer sa facture. J'ai constaté que sur cette facture, elle était assez élevée. Donc j'ai pris ma dernière facture Veolia du dernier semestre 2023 où que j'avais une somme de 150 €. Voilà. Et celle de SOR avait 232 €. Donc j'ai regardé un petit peu dans le détail ces 2 factures pour comparer un peu. Bon, c'est assez compliqué, hein. Je pense qu'il faut presque être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ces factures. Donc, j'ai fait un calcul tout simple. J'ai retranché un abonnement semestriel chez SOR à sa facture qui me ramenait aux alentours de 200 € pour 32 mètres cubes de consommation d'eau. Alors que celle de Veolia, j'avais une consommation de 38 mètres cubes. Donc, 38 mètres cubes à 150 € pour Veolia, 32 mètres cubes à 200 € pour SOR. J'ai les abonnements Veolia en 2023, il y avait 18,32 € par le premier semestre, alors que SOR en 2024, c'était 26,26 € par semestre. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est avoir un entretien direct avec M. Roth et le représentant SOR. Ce sont quand même les 2 personnages principaux qui sont à l'origine de ce changement. Et on aimerait bien connaître aussi une question, pourquoi ce changement subi de Veolia à SOR? Pour quelles raisons? Alors que ce soit bien clair, les particuliers, chacun peut choisir son fournisseur d'électricité, de gaz, d'internet, mais pas le fournisseur d'eau. Ça, c'est l'intercommunalité qui en a la compétence. Alors Claude Decker, déjà, pourquoi l'agglo a attribué le marché à SOR? Quels étaient les critères? Donc en fait, le service d'eau potable était exploité en délégation de service public, comme l'expliquait M. Gouya à l'instant, à travers 5 contrats de service public qui sont tous arrivés à échéance le 31 décembre 2023. Donc la décision a été prise, le conseil communautaire a décidé de retenir le principe de la délégation de service public sur l'ensemble de son territoire en regroupant les 5 contrats en un seul contrat unique
applicable à partir du 1er janvier 2024 sur une durée de 12 ans. Les critères, donc d'abord un appel à candidature, hein, il y a 3 prestataires qui se sont proposés à nous. Un cahier des charges a été élaboré par les services de l'agglomération pour répondre donc à la fourniture de l'eau sur le territoire à partir de 4 critères pour analyser l'offre. Un critère technique, un critère de qualité de service, un critère financier et un critère de développement durable. À l'issue de la hiérarchisation de ces critères, il est apparu que c'est la SOR qui proposait l'offre économiquement la plus avantageuse. Et en particulier, puisque monsieur vient d'évoquer le critère du prix, l'offre de SOR présentait sur une période de 12 ans une économie de l'ordre de 3 millions d'euros sur cette période par rapport à l'offre de Veolia. Autrement dit, si on avait contracté avec Veolia, la facture aurait été autrement plus importante que celle que nos concitoyens constatent au jour d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les citoyens forcément font la comparaison entre la facture qu'ils viennent de recevoir de SOR et la dernière facture qu'ils ont eue de Veolia, mais les nouveaux tarifs de Veolia n'auraient pas du tout été les mêmes, c'est ça? Alors, les tarifs de Veolia auraient été bien supérieurs à ceux pratiqués au jour d'aujourd'hui par la SOR. Ce qui a changé, les modifications qui ont été opérées au niveau de l'agglomération, d'abord sur la structure même de la facture. La facture, elle comporte une part eau, mais elle comporte également une part assainissement, donc dans le deuxième volet de la facture. Sur la part eau, il y a une augmentation en 2024 du fait de l'instauration d'un abonnement à hauteur de 7,50 € par semestre. Cette recette supplémentaire a été mise en œuvre de manière à financer les importants travaux d'ores et déjà identifiés dans le cadre du schéma directeur sur l'eau. En titre d'exemple, l'usine de décarbonatation de Grosse-Billers-Troph, c'est 2 500 000 € d'investissement financé. Il y a également le nettoyage des réseaux de la Blise pour 400 000 €, la déferrisation et la démanganisation sur le secteur de la Blise à hauteur de 1 700 000 €, la régénération des forages, 1 800 000 € et également le remplacement de 1,1% du réseau des conduites sur le territoire, ce qui représente une dépense de l'ordre de 1 800 000 € par an. Mais sur la facture des gens, vous l'avez dit, ça représente, vous avez dit quoi, 6 €, 7 €? Non, sur la facture des gens, il y a une part abonnement qui a été mise en œuvre à hauteur de 7,50 €. Il y a cette recette finance que je viens de vous dire et l'instauration de cette recette supplémentaire n'impacte pas le montant de la facture. C'est-à-dire que si vous prenez la facture, une facture d'eau de 20 mètres cubes, par exemple sur le secteur de Grosse-Billers-Troph, avant facturation SOR facturation Veolia et maintenant facturation SOR, vous vous rendez compte que l'augmentation est de l'ordre de 10 €. Si vous passez à une consommation moyenne de 60 mètres cubes, la facture est en baisse globale en comparant ce que facturait Veolia et ce que facture aujourd'hui la SOR. La baisse sur une facture de consommation de 60 mètres cubes est de l'ordre de 2 €. Donc d'où ça vient? C'est pas du tout ce que les gens constatent sur leur facture. Hein. Mais, ce que vous dites est important et le ressenti, on a eu ces sollicitations, on a eu ces appels, on pouvait s'y attendre. Hein, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Le point central de ce constat, de ce ressenti de la part des usagers, c'est dans le fait d'être passé d'un contrat où globalement on facturait l'abonnement en termes échus à une facturation de l'abonnement qui se veut par avance. Ce principe-là, il n'était pas en place sur le territoire de la Casques, sur le territoire français. Hein, la majorité des délégations de services, l'abonnement se paye par avance. Donc on est passé de contrats historiques qui n'étaient pas dans ces modalités de facturation à un nouveau contrat qui veut effectivement mettre en place cette facturation par avance. La réalité, M. Decker en a parlé, c'est que sur une année complète, le prix de l'eau sur le périmètre de l'agglomération est globalement stable.
effectivement, cet été, il y a ce phénomène-là. Encore une fois, je me répète, mais on a mis en place des dispositifs de paiement en plusieurs fois, sans frais supplémentaires, bien entendu, qui veut, et c'était une demande de la CAS, qui veut à ce qu'on accompagne les personnes qui auront besoin d'être accompagnées pour ce caractère un peu exceptionnel de la facturation de l'abonnement. Vous disiez... Pour compléter, M. Gouillard, la part abonnement, donc il y a 2 abonnements facturés sur la même facture, pour les raisons qui viennent. Donc déjà, ça double l'aspect abonnement. Ce qui explique une partie de l'écart constaté. Et il y a le deuxième phénomène, c'est qu'en matière d'assainissement, il y a un abonnement qui a été mis en œuvre également, qui n'existait pas au préalablement et qui figure également sur cette facture, qui est de 20 € par semestre et qui augmente donc le montant global de la facture. Et ça contribue peut-être aussi à embrouiller les gens dans le sens où ils reçoivent une facture de SOR, mais sur laquelle il continue à y avoir une ligne Veolia, puisqu'en fait, c'est toujours Veolia qui s'occupe de l'assainissement, c'est ça? Non, la facture, la part liée à Veolia sur les factures, elle provient du fait que Veolia exploite encore la station d'épuration de Sarreguemines, qu'elle sera attachée 8 communes et rémunérée pour ce faire. C'est la seule raison pour laquelle il y a donc, on voit encore apparaître sur la facture Veolia. Mais c'est vrai que ça complique un peu les choses. Et on voyait le monsieur tout à l'heure qui disait qu'il faut être sorti de Saint-Cyr pour comprendre la facture. Je ne suis même pas sûre que ceux qui sortent de Saint-Cyr soient capables de la comprendre parce que ça n'a rien à voir avec la formation de Saint-Cyr, mais bon. Peut-être pour schématiser et essayer d'éclairer votre question, aujourd'hui on parle de facture d'eau, mais c'est en réalité une facture d'eau et d'assainissement. C'est-à-dire que plutôt que de faire le choix d'envoyer une facture d'eau d'un côté et une facture d'assainissement de l'autre, on regroupe l'ensemble des redevances sur une seule et même facture. Donc l'abonné, quand il reçoit sa facture d'eau, ce n'est jamais vraiment que de l'eau. Il y a également de l'assainissement. Ensuite, encore une fois de manière schématisée, ça rémunère plusieurs acteurs. Le délégataire d'eau potable, SOR, la collectivité, en tant que maîtrise d'ouvrage, et effectivement tous les acteurs qui exercent encore, je dirais, des formes de prestations sur le territoire, ce qui est le cas du délégataire en assainissement, qui a encore la responsabilité et la charge sur plusieurs communes sur le périmètre de l'agglomération. Donc voilà, c'est une facture, 3 acteurs, je dirais, majeurs, qui ensuite se ventilent les responsabilités et également, je dirais, les compétences. Et malgré les différents aspects de communication que vous avez évoqués tous les deux, il y a de nombreux habitants du territoire de la Casque qui espèrent des explications de la communauté d'agglomération, mais aussi de SOR. Et un groupe Facebook non aux factures d'eau, SOR et Casque a vu le jour, et une pétition intitulée « Demande de clarification sur la facture d'eau » est lancée depuis le 10 août. Explication dans ce témoignage. Nous avons suggéré de faire une pétition pour clarifier la situation. Ce n'était pas une pétition contre quelque chose, c'était une pétition pour comprendre. J'ai écrit ce texte de la pétition, je me suis adressée à M. Wenning, mon voisin, qui est juriste spécialiste du net, qui a mis cette pétition en ligne, qui a mis également une version allemande en ligne, parce qu'à Groesbeek, nous avons plus de 300 familles allemandes. Alors cette pétition en ligne compte déjà près de 1000 signatures. Grande question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer les habitants, à développer la communication? Parce que visiblement, ce qui a été fait n'a clairement pas suffi. À ce jour, je n'ai été sollicité au titre de cette pétition par personne. Je n'ai reçu aucun courrier au niveau de l'agglomération, pas plus que le président, me semble-t-il. On a été interpellé pour pouvoir répondre directement aux personnes qui le souhaiteraient. L'information a été distillée de manière extrêmement précise, à la fois sur le site internet de l'agglomération, mais également en accompagnement des factures établies par SOR, qui explicite très clairement les raisons qui conduisent à constater des augmentations qui ne sont pas en fait des augmentations, puisque le prix est resté stable sur l'ensemble de la période. Les augmentations proviennent donc de la mise en œuvre d'un abonnement supplémentaire sur la part eau et sur la part assainissement, liés aux investissements dont je viens de parler tout à l'heure. Voilà. Cela étant dit, si quelqu'un souhaitait nous rencontrer directement, est tout à fait prêt à les recevoir. La seule personne qui a demandé audience au président, me semble-t-il, c'est le député qui a été reçu et qui a obtenu toutes les informations qu'il souhaitait obtenir.
Est-ce que du côté de Sort, il va y avoir des points infos, des endroits où on pourra avoir des réponses au cas par cas? Parce qu'il y a des choses générales et puis souvent les gens ils viennent vraiment en pointant du doigt une ligne, un chiffre. Alors, vous avez raison, il y a des cas effectivement qui sont des cas individuels, il y a des sujets un peu plus globaux qui concernent l'ensemble des administrés. Aujourd'hui, la communication a été faite par le biais de plusieurs canaux. On a réalisé déjà des permanences en mairie. Des collaborateurs SOR se sont déplacés en mairie pour répondre justement à toutes les questions que vous citez ici. J'ai envie de dire des questions et des réponses, on en apporte tous les jours par le biais de notre accueil téléphonique, par le biais de la maison de l'eau qui est rue Gutenberg. Donc des réponses, on en donnera autant qu'il en faut, autant qu'on aura de questions, bien entendu en lien avec l'agglomération. Alors, dernière question, il y a aussi beaucoup d'habitants qui se plaignent de la qualité de l'eau, alors en particulier dans la vallée de la Blise, mais pas seulement. Ils évoquent une eau qui est souvent trouble, voire brunâtre. Est-ce qu'il y a des espoirs d'amélioration et à quel horizon ? On a rencontré les élus de Frauenberg pour aborder ce sujet. Il y a actuellement pas mal d'actions qui sont entreprises pour travailler sur la décarbonatation et la déferrisation de l'eau, de telle manière qu'elle retrouve une couleur normale, hein, et pas une couleur brunâtre. Cela étant dit, l'eau est actuellement potable, elle est buvable, mais oui, je peux mais comprendre. Ça donne pas envie, hein. Quand on la met dans un verre transparent et qu'on la voit de cette couleur-là, sincèrement, ça donne pas envie. Je peux comprendre. Donc des actions sont entreprises dans les travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont prévus et programmés au niveau de l'agglo. Ça concerne la déferrisation et la démanganisation sur le secteur de la Blise et également le nettoyage des réseaux. Donc nous rencontrons. À quel horizon ? Parce que du coup, ce sont des gros travaux, ça. Nous rencontrons les élus. Ce sont des opérations qui doivent être menées de court terme sur les 3 ans à venir. Elles sont financées à hauteur de 2 500 000 € sur les excellents fonctionnements de l'agglo et à hauteur de 7 500 000 € sur un emprunt qui est réalisé sur 30 ans. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus donner ces explications en direct sur Mosaïque Cristal. On va rester au cœur de l'agglo, mais pour un sujet sans polémique. Pour les Journées européennes du patrimoine, la façade du château de la Casque s'est illuminée pour retracer les différents chapitres qui ont marqué son histoire. Un spectacle son et lumière ouvert à tous, complété par des visites nocturnes du château Hutschneider. Camille Henriot s'est glissée dans la foule. Alors là, je vous emmène, donc partout ici c'était des chambres, ici c'était la chambre de Marie, de la maîtresse de maison. Actuellement, c'est le bureau de notre président de la Casque. Par ici, la visite. Tout au long du week-end, la Casque a ouvert les portes de son château aux visiteurs. L'occasion pour les plus curieux de redécouvrir l'histoire de cet édifice baptisé le château d'Hutschneider. Le château a été reconstruit à l'identique parce que nous avions les plans. On avait des plans de l'intérieur et de l'extérieur, et donc les 3 architectes ont vraiment... Le château, il est tel qu'il a été construit en 1905. Une surprise attendait d'ailleurs les visiteurs avec la venue du trio Schockelperd qui a proposé une petite pause musicale. Alors, Didier et Hervé Atamanuc. Hervé est le directeur des affaires culturelles de la ville, et Doc Michael, cette fois-ci je le dis juste. Voilà. Hein. Alors, vous êtes ici dans le hall d'honneur, il y avait énormément de pièces, et Marie, c'était des pièces, des portes coulissantes, donc elle faisait des grands banquets ici. L'édifice est vandalisé, les Allemands s'y installent dès juin 1940. À l'extérieur cette fois-ci du château, la façade a également été illuminée au rythme des événements phares de son histoire. Un spectacle son et lumière qui a ravi ses quelques spectateurs. J'ai trouvé que c'était très joli, les effets étaient très beaux et j'ai adoré. C'est un très beau spectacle qui permet de mettre en avant les monuments historiques comme celui-ci qui pour le coup moi je ne le connaissais pas. La Casque espère que ces journées du patrimoine permettront de déclencher un regain d'intérêt pour notre richesse patrimoniale. C'est un bâtiment qui appartient à tout le monde, hein, à la collectivité.
Et il a son charme, il a son histoire, les gens sont particulièrement intéressés par ce qui s'y s'est passé dans le temps et puis ce qui s'y passe actuellement. Je crois que ça a un véritable intérêt pour la population locale. Les visites nocturnes ont remporté un franc succès puisque tous les rendez-vous programmés ce week-end étaient affichés complets. La ville de Bitche est désormais une petite cité de caractère. Le conseil municipal avait pris la décision en 2022 de faire la demande pour faire partie de ce réseau national. La signature a eu lieu sur les hauteurs de la citadelle samedi après-midi. La ville est devenue la 26e dans le Grand Est et la 3e en Moselle à avoir reçu cette marque. Reportage d'Émilie Azel et Thibaut Desmerlet. C'est sur son monument symbolique que Bitche vient de devenir une petite cité de caractère. Elle fait désormais partie d'un réseau qui va pouvoir l'accompagner. Pour pouvoir afficher la marque Petite Cité de Caractère, la ville a réussi à remplir tous les critères d'éligibilité de la charte des qualités. Alors, c'est une marque qui rassemble des communes pour redynamiser leur ville en prenant comme fondation de cette redynamisation leur héritage patrimonial d'une manière générale qui est toujours bâti, paysager, immatériel, avec des traditions, des savoir-faire, des récits, une histoire. Le concept des petites cités de caractère est né dans les années 70 pour valoriser les communes et villes atypiques. Le conseil municipal de Bitche avait voté la décision de faire la demande pour avoir cette marque en 2022. Aujourd'hui, en pleine journée du patrimoine, c'est chose faite. En premier, c'est une très belle reconnaissance de ce qui est fait par les municipalités successives depuis des années pour améliorer, pour entretenir et améliorer le patrimoine local. Et la citadelle en est un très bel exemple et je pense qu'on va voir des moyens, des outils supplémentaires sur les années à venir pour améliorer l'habitat du centre-ville. Bitche est devenu le 26e membre dans le Grand Est et le 3e en Moselle, aux côtés de Vic-sur-Seille et Homboureau. Plus de 240 communes en France ont été homologuées. Pour que les jeunes s'engagent, le lycée Henri Nominet organise chaque année le Forum de l'engagement, une matinée qui a permis de mettre en avant toutes les formes d'engagement, scolaire mais aussi extrascolaire. Présentée cette année par les élèves de 3e, de seconde et de CAP1, cette journée avait pour objectif de donner envie aux participants de s'engager dans la vie de l'établissement ou en dehors. 8 stands ont permis de regrouper différentes possibilités. Eux se sont engagés dans le chant et ça leur réussit. L'aventure The Voice Kids continue pour nos 2 talents locaux. Samedi soir sur TF1 se déroulait l'épreuve des battles. Les jeunes étaient répartis en trio et les coachs ne pouvaient choisir qu'un seul candidat pour intégrer la demi-finale. Giuliana Lossardo de Tain a fait sensation avec le titre Comment on fait de Vianney et Zazie et a séduit son coach Claudio Capeo. De son côté, le sarregueminois Lohan Adeline-Vérin a encore une fois séduit Lara Fabian avec son interprétation du titre Savoir aimer de Florent Pagny. Vous les retrouverez tous les deux ce samedi soir sur TF1. Faire du bien à sa santé dans un cadre paisible, c'était l'objectif de la commune de Lemberg au moment de la création du parcours Nature et Santé, auquel ont aussi participé le Club Vosgien et l'ONF. Des aménagements et des explications pour guider promeneurs, sportifs et familles ont été placés sur un circuit de quelques kilomètres. Le projet a aussi permis de remettre aux normes l'escalier du chalet du Club Vosgien. Reportage d'Émilie Azel. Un nouveau ruban découpé pour un nouveau projet mené à bien. Vendredi, la commune de Lemberg a inauguré son nouveau parcours Nature et Santé. Long de 3 km, le départ se fait au chalet du Club Vosgien et contourne la piste cyclable en forêt. C'est vrai qu'on a eu envie de lancer quelque chose au cœur de notre forêt. On avait déjà l'avantage d'avoir cette belle piste cyclable qui passe à côté de Lemberg et on a ces beaux sentiers qui sont aménagés par le Club Vosgien tout au long de l'année. Et c'est vrai que de pouvoir encore bénéficier d'agrès qui permettent de faire un peu de sport dans notre nature à proximité du village, c'était un vrai atout. Le projet aura coûté environ 65 000 €, subventionné à hauteur de 16 717 € par la région Grand Est, 28 464 € par le FEDER et une aide publique de 45 181 €. Les 19 826 € restants ont été financés par la commune et le Club Vosgien de Lemberg. Sur ce parcours de santé, il y a 7 agrès, 16 panneaux de consignes et 5 panneaux pédagogiques.
À côté de ça, on a aussi voulu ramener une petite partie pédagogique qui permet aussi de profiter de ce parcours tout en tranquillité. Donc le panneau va être là pour un petit peu égayer la balade pour les promeneurs, qui pourront aussi profiter de bancs et de tables bancs tout au long du circuit. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à venir se promener ou à venir faire du sport en forêt pour tous les villageois et puis pour ceux qui nous entourent. La commune a réalisé le projet avec la collaboration de l'ONF pour déterminer le parcours et les emplacements des différents agrès. Le sport côté compétition, c'est dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour cette semaine, les nuages et la pluie seront de retour. Demain déjà, la matinée débutera sous un ciel couvert et gris et des averses sont attendues tout au long de la journée. Les températures minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 15 degrés. Demain, nous fêtons les tacles et il fera jour de 7h21 à 19h25. Passez tous une belle journée et à demain. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Enes Saïn buteur, le SFC vainqueur. Le retour de l'entraîneur de la saison dernière, Jamel Ferjani, a coïncidé avec le retour de l'efficacité pour le Lion de la Blise, le fameux numéro 9 qui enchaînait les buts comme des perles les années passées, mais qui n'avait pas encore marqué cette saison. Cette réalisation en seconde mi-temps aura été le seul but de la rencontre, car le SFC a souffert pour l'emporter. Résumé du match dans ce reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. Sarreguemines FC en maillot bleu contre Strasbourg-Königshofen en maillot blanc, c'était l'affiche de cette 4e journée de National 3 au stade de la Blise. Un match qui voyait l'entraîneur victorieux de la saison passée reprendre du service, Jamel Ferjani. Les visiteurs comptaient bien gâcher ces retrouvailles et se procurer de nombreuses occasions franches en début de rencontre. Il y en avait 2 dès les 5 premières minutes. Malheureusement pour eux, ils ne cadraient pas leur tentative. Enes Saïn aussi tentait sa chance de loin, mais au nombre des occasions franches, les Alsaciens avaient clairement le dessus, avec toujours pour eux un manque d'efficacité. Les offensives blanches s'enchaînaient, mais le score restait figé à 0-0. La réussite n'était clairement pas du côté des visiteurs. Vers la 30e minute du match et contre le cours du jeu, Enes Saïn obtenait un penalty. Il ne le convertissait pas. Peu de temps après, coup franc pour les Strasbourgeois, bien tiré, le ballon venait une nouvelle fois s'écraser sur le poteau. Quand ça veut pas, ça veut pas. Au retour des vestiaires, le nombre d'occasions franches diminuait, les débats s'équilibraient et vers la 60e minute de jeu, Sarreguemines se procurait une situation qui terminait également sur le poteau. Le seul but du match sera inscrit par le buteur local Enes Saïn, lancé dans la profondeur, il reprenait un centre victorieusement. Le score n'évoluait plus jusqu'à la fin du match, qui se termine donc sur une victoire de Sarreguemines, 1-0. On est tombé sur une très belle équipe du 06 qui nous a mis beaucoup en difficulté sur les premières minutes du match. On a su répondre tactiquement et trouver après des solutions pour mieux équilibrer l'équipe, pour mieux gérer nos espaces. Et puis progressivement, on a pris confiance et on savait qu'on avait des qualités offensives pour pouvoir faire mal et nos attaquants ont su faire le job. Cette victoire étriquée fait néanmoins du bien au SFC. L'équipe restait sur 2 défaites d'affilée. On va déjà savourer cette victoire. J'espère qu'elle va nous donner un regain de confiance, nous donner aussi un peu plus de repères et on va prendre match après match
Donc on va se focaliser sur notre prochain adversaire en Coupe de France, qui va être un match très difficile, donc ne pas tomber dans le piège. Et pour ça, on va beaucoup travailler toute la semaine pour mettre beaucoup d'humilité dans notre approche du match. La prochaine rencontre sera donc un match de Coupe de France. Dimanche prochain, le SFC affrontera l'équipe de Creutzwald qui évolue en Régional 3. Grâce à cette victoire, le Sarreguemines Football Club grimpe à la 6e place du classement de sa poule de N3, laissant la dernière place au voisin Sarre-Union. Et vous l'avez vu, ce n'était finalement qu'un au revoir à l'issue de la saison victorieuse de l'an passé qui a permis au SFC de monter et de jouer cette année en National 3. Jamel Ferjani avait décidé de s'en aller pour entraîner une autre équipe, le Sporting Club de Schiltigheim. En début de semaine dernière, coup de théâtre, il a effectué son retour à Sarreguemines. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Camille Henriot lui a posé la question. J'étais bien dans mon projet, mais voilà, les présidents ont fait les efforts, les joueurs m'ont beaucoup appelé aussi. Et puis voilà, à un moment, le côté affectif a fait la différence. Et puis voilà, j'espère que ce sera une bonne chose pour tout le monde. Un seul être revient et tout est repeuplé. Samedi soir, le retour de l'entraîneur de la saison dernière s'est conjugué avec ceux de l'efficacité et de la victoire. De quoi combler le président Rudi Keller. Il s'est exprimé à l'issue de la rencontre au micro de Camille Henriot. Disons qu'il était sur un projet qui ne lui convenait pas trop. Nous, on avait quelques petits soucis, donc ça s'est fait tout naturellement. De toute façon, voilà, à l'époque, il n'aurait jamais dû partir, vu qu'il était coach d'une équipe qui montait. En tous les cas, c'est que du bonheur ce soir. Une grosse réaction de l'équipe, de l'ensemble du groupe. Et on peut être très très fiers de cette victoire parce que le FCSK 06, c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui sera devant dans le classement. Et c'était dur, ils avaient la première mi-temps, on avait la seconde. Je suis vraiment heureux pour les joueurs, heureux pour le club, heureux pour tout le monde et fier que Jamel soit de retour avec nous. Et en attendant la suite du championnat, le SFC va faire son entrée en Coupe de France pour le 4e tour. Les Sarregueminois se déplaceront à Creutzwald. Le tirage au sort a aussi désigné les adversaires pour les 4 équipes de l'arrondissement qui ont atteint le 4e tour. Des matchs compliqués avec plusieurs divisions d'écart. L'entente Schorbach-Hauteviller-Volminster, qui évolue en D3, accueillera Hombourg, pensionnaire de R1. Rimelin-Herchin en D1 recevra le FC Devant-les-Ponts de R3. La SO Ypelin en D2 accueillera CA Boulet de R2. Enfin, l'AS Bliesbruck de D1 recevra l'US Forbach qui évolue en R1. Ça s'annonce vraiment très compliqué ce week-end pour nos petits poussets. Un nouveau champion FWC Fan Wrestling Contact. Samedi soir, lors de la Catch Night organisée au Biffen Park à Fariberswiller, Joyce Kolterman a perdu sa ceinture face à Karl Krieger à la suite d'un match sans disqualification. 4 autres matchs étaient proposés ce soir-là, dont un match par équipe ou encore un match triple menace féminin. Près de 300 personnes ont assisté à l'événement. Prochain show de la fédération, samedi 26 octobre à Frémin-Merlebach. C'est un événement sportif qui prend de l'ampleur à Sarreguemines, les 5 km des Mousquetaires. Chaque année, la course organisée par l'ASSA, le club d'athlétisme de la ville, accueille de plus en plus de participants. Pour beaucoup de sportifs, c'est le rendez-vous de la rentrée. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. 820 participants, près de 200 coureurs de plus que l'an passé. Un record pour les 5 km des Mousquetaires à Sarreguemines. La course, labellisée par la Fédération française d'athlétisme, est qualificative pour les championnats de France. Autre record battu côté chrono, 14 minutes 18 pour boucler le parcours. C'est sans surprise Yann Schrub qui en est l'auteur. Ça fait une semaine que j'ai repris après un mois de vacances. J'ai eu vraiment ce besoin de couper après les Jeux Olympiques et les Europes et toute cette saison qui était assez longue. Donc aujourd'hui, je viens vraiment parce que c'est à Sarreguemines, parce que c'est des gens que j'apprécie qui organisent. Et donc voilà, j'ai envie de gagner aussi chez moi à Sarreguemines et c'est pour ça que je suis venu. Même si, on va dire, le côté plaisir était là, mais Gaston Romer, qui est quand même champion de France de cross, m'a un peu mis dans le rouge. Donc voilà, il fallait sortir un peu les tripes par rapport aux autres années. Donc bon, ça a fait un beau petit combat jusqu'à la fin. Chez les féminines aussi, des records ont été battus, notamment pour Awa Kleinman, licenciée à l'athlétisme Metz Métropole, arrivée première de la course élite et qui a amélioré son chrono 16 minutes 53.
Je suis très heureuse parce que là, c'est ma première course de rentrée. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de compétition, donc du coup, je suis très contente. Et c'est une très belle course. C'est la première fois que je viens avec une magnifique population qui encourage. 1 heure avant la course élite, les participants à la course populaire s'élançaient sur le parcours. 2 boucles de 2,5 km au départ de la gare vers le centre-ville avec une arrivée sur le parking de l'Intermarché. C'était bien, bonne organisation et parcours plutôt sympa. Très belle ambiance, beau parcours, c'est convivial, c'est familial, on peut venir en famille, génial, génial. La matinée s'est terminée avec 2 courses réservées aux enfants. Le rendez-vous est déjà donné pour l'an prochain, il ne reste plus qu'à savoir si les records seront à nouveau battus.